Pour montrer que la matrice est inversible, on fait la méthode ultra bateau, méthode de Gauss. Alors, la méthode de Gauss ici, donc c'est tout à fait logique entre guillemets. Si dans un premier temps on veut juste savoir que la matrice est inversible, on n'a pas besoin de faire la méthode de Gauss complète tout de suite. Après, ça peut être un choix suivant les personnes, sur la situation. Là, on fait la méthode de Gauss. On tombe de manière ultra classique sur une matrice triangulaire à coefficients diagonaux non nuls. Conséquence, la matrice est inversible et B' est une base. Trop chaud. Normalement, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Gardez les commentaires, faites pas de blagues dans votre coin, hein, s'il vous plaît. Ici, une mini remarque de vocabulaire. Je vais la marquer quand même, je suis obligé, même si en vrai c'est un point de détail ultime. Pour l'instant, ici, officiellement, tant qu'on ne sait pas que c'est une base, que l'autre famille est une base, on n'est pas censé parler de matrice de passage. Donc je vais le marquer quand même, mais bon, voilà quoi. Donc officiellement, on parle de matrice de passage lorsqu'on a une base lorsqu'on a une base, point. Donc je replace ce truc là, hop, à peu près comme ça, on va dire. Je le mets un tout petit peu plus petit, et on va dire que ça passe à peu près. Hop là, voilà, comme ça, ça parasite pas l'écran. Alors, ici, on a alors, effectivement, là ça rejoint à ce que je disais à l'oral. Chacun son point de vue, chacun sa manière. Si, en regardant la suite des questions, vous dites « Ah, de toute façon, j'aurais besoin de P-1, donc je fais tout d'un coup. » Libre à vous, aucun problème là-dessus. Ça change rien, ça change pas grand-chose sur le principe. Ensuite, là, on a l'application R canoniquement associée à B, qui est une certaine application U de R3 dans R3. Ici, bon, la personne s'est rendue compte qu'elle a besoin de l'inverse par rapport au changement de base, donc elle l'a placé un petit peu ici, on va dire entre guillemets à l'arrache. C'est pas grave du tout, après de toute façon, vous allez prendre le pied au fur et à mesure. Donc le calcul avait l'air bien, donc je vous laisse regarder les détails, mais ça, c'est pas essentiel du tout. Ce qui m'intéresse plus, c'est ce qui va arriver là. On a donc P et P-1 qui sont fixés. On a la matrice de U qui est dans la base BC, la base canonique, qui s'appelle grand B. Et ce qu'on veut obtenir, c'est la matrice de A dans la base B'. Ici, on va rajouter une petite phrase, mais la formule y est. Ce qu'on applique, c'est la formule changeant de base sur les matrices. Donc on va rajouter ça ici. On applique la formule changeant de base. Mettez juste un petit mot vite fait. Après, petit rappel pour la formule, pour vérifier entre guillemets qu'elle est cohérente, pour un endomorphisme, je le redis bien, c'est pour un endomorphisme que la petite feinte fonctionne, la base B au milieu, la matrice B au milieu, c'est celle qui est dans la base canonique, BC. Conséquence juste à droite, c'est censé être la matrice de passage de BC vers B'. Il faut que les BC soient côte à côte. Ici, ça correspond. La matrice P, je remonte un petit peu, qui a été calculée, c'est la matrice de la famille B' dans la base BC. C'est donc la matrice de passage de BC vers B'. Je vais remettre une petite flèche en dessous pour que ce soit un petit peu clair. Donc, tac, tac. Alors, matrice de passage de BC vers B'. Hop, je refais la mise en page. Tac, tac. Ensuite, alors, pourquoi matrice de B' pour A et pas matrice de BB'? Alors, attention. Ici, il y a deux notations différentes. La notation ici, si c'est pour celle-ci. Attendez, je vérifie ici. Non, c'est pour grand A ici, pardon. Alors, encore une fois, ça on l'a déjà dit. Pour un endomorphisme, on ne répète pas la base. C'est juste une convention de flemmard, hein, faut être honnête. Hein. On pourrait écrire matrice de B', B' de U,
mais ça n'aurait aucun intérêt. Ici, c'est la matrice de l'endomorphisme U dans la base B'. Ça veut dire, petit rappel pour les endomorphismes, qu'on prend la base B' sur R3, espace de départ, mais aussi sur R3, espace d'arrivée. Donc à la rigueur, ce serait du B'B', mais en revanche, surtout pas du BB'. Ça, ce sera hors sujet. Attention, matrice d'endomorphisme, il y a une convention officielle qu'il faut suivre. Ensuite, bon là, gros calcul de matrice, on tombe sur, ce qui est bon signe, bien sûr, une gentille matrice diagonale. Ça, typiquement, il faut vous dire que quand vous avez ça, a priori, c'est que vous êtes bien parti, quoi. Si vous tombez sur une gentille matrice diagonale, c'est que ça se passe bien. Dans 90% des situations, ce sera ça, quoi. Ensuite, est-ce que jusqu'ici, je temporise un tout petit peu parce que c'est quand même le passage qui est le plus nouveau. Est-ce que jusqu'ici, c'est à peu près clair? Matrice d'un base BC, on veut la matrice d'un base B', on fait la formule de changement de base, il faut bien faire attention à mettre dans le bon sens, et après, boum, calcul. Question éventuelle, j'attends 5 secondes. Ok, ça a l'air bon. Alors, question petit c, qui est typiquement un petit peu application ici. Ici, pour les matrices diagonales, qu'est-ce qu'on voulait faire, pardon, je le remets dans l'énoncé clairement. Donc, on voulait calculer la puissance n pour en déduire b puissance n. Donc ici, on a la formule type par récurrence. Bon, on passe, ça c'est de l'ultra classique. Je vais juste vous entourer la formule. On sait que lorsqu'on a cette situation, b puissance n, c'est p fois a puissance n fois p-1. Il y a déjà le passage de a à b en faisant fois p à gauche fois p-1 à droite. Et ensuite la gestion du puissance n. Blablabla, bla, récurrence, je vous avoue que je ne l'ai même pas lu plus que ça, je suis parti du principe que là, il n'y a pas de raison qu'il y ait d'erreur. Et ensuite, c'est encore du calcul, donc pareil, on ne va pas trop s'attarder, c'est du vu et déjà vu. On fait le calcul dans tous les sens, et ça, j'ai regardé à peu près, j'ai pas vu d'erreur particulière, donc au niveau des signes, ça avait l'air d'être cohérent. Donc si jamais il y a une petite erreur de signe, vous le rectifierez par vous-même, mais j'en ai pas vu particulièrement. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, si c'était pas un endomorphisme, on n'aurait pas cette formule-là pour les B puissance n. Alors, de toute manière, et d'ailleurs, on va faire une petite remarque à ce sujet, que je vais rajouter ici. Est-ce que je la mets ici ou est-ce que je la mets en général? Je vais la mettre ici. Ça sera plus ou moins lié. Hop. Alors, hop, ici. Alors, première chose qui va du coup répondre, je pense, à la question au passage, on peut parler de U puissance n, car U, endomorphisme. Ça, c'est un petit rappel. Ensuite, on peut parler de A puissance n, c'est A ou B, c'était B au départ, pardon, excusez-moi, B d'un base conique, tac, tac, B puissance n, entre parenthèses, elle existe, car la matrice grand B est carrée. Si on regarde bien, B puissance n, c'est le produit de B avec elle-même plein de fois de suite. U puissance n, c'est la composée de U avec elle-même plein de fois de suite. Vu que la matrice d'une composée, c'est le produit des matrices, on a automatiquement le fait que B puissance n, c'est la matrice de puissance n. B puissance n, hop. B puissance n, c'est la matrice de U puissance n. Pourquoi? Tout simplement, c'est le
Théorème 4, si je me souviens bien. Sur les composés. Alors je précise, pardon, excusez-moi, matrice de puissance n dans la base BC. Et je continue encore un tout petit peu, puis après je reprends les questions éventuelles. À puissance n. Et vous allez voir que du coup, il y a toute une partie heureusement qui est inutile. A puissance n, c'est la matrice de U puissance n. Je mets un petit de même au départ. De même, A puissance n, c'est la matrice de U puissance n. Dans la base, c'était B ou B'? Dans l'énoncé, c'était... Pouf, 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 je l'ai perdu. Ah, dans l'énoncé, c'était rien du tout. Alors, avec ses notations à lui, c'était B'. Tant qu'à faire, je prends la notation. Donc, dans la base, B'. Conséquence, on peut appliquer la formule de changement de base à U puissance n, et elle va donner directement la relation qu'on a calculée ici. Ah, tiens, il manque un petit n là-haut. Je le remets au passage. Je viens de le voir. Là, il manquait un petit n. Elle va donner directement la relation que B puissance n, c'est P, pardon, que A puissance n, c'est P-1 fois A puissance, fois B puissance n fois P. Donc le changement de base sur U puissance n donne donc, alors on a donc dit que la nouvelle matrice, c'est donc A puissance n est égale à P-1 fois B puissance n fois P. Alors ce truc là, ça a l'air de rien, mais enfin ça a l'air de servir à rien, c'est tout ça que je veux dire. Alors c'est pas instantané du tout, hein, faut bien le... Mais si on arrive à repérer ce truc là, à prendre du recul, ça fait que la récurrence ici, bah, elle ne sert plus à rien. Et effectivement, certains ont commencé à le repérer. Si vous prenez du recul, toute cette récurrence qu'on vous faisait faire, bah en fait, bon, moi je le savais très bien, elle sert à rien. Elle marchait forcément. Parce que ce qui était caché derrière, c'est l'application linéaire. Donc autrement dit, je vais marquer à côté. La récurrence est donc inutile. Je vais mettre ça, hop, comme ça on va dire. Est-ce que... Donc là je reprends un petit peu les questions qu'il y a eu. Alors, je veux dire par rapport à l'égalité matricielle, si c'était pas un endomorphisme, on n'aurait pas cette formule-là. Alors oui, bien sûr, oui. Là, je remonte un tout petit peu. Où est-ce qu'elle est? Alors, bah, du coup, elle est beaucoup plus haut. Mais la formule avec le P-1 BP, elle est valable parce que c'est un endomorphisme. Là, c'est la version endomorphisme qu'on applique, et tout à fait. Sinon, il y aurait un Q-1 ou Q, ce serait une autre matrice de passage. Mais je le répète, hein, honnêtement, dans 90, et même honnêtement 99% des situations, vous aurez des endomorphismes. Ça, c'est clair. Autre question, on peut continuer la récurrence? Oui. En passant par la matrice, on peut trouver une expression de U puissance n. Effectivement, ça, on peut le rajouter au passage. Est-ce que je peux le glisser quelque part ou est-ce que je crée une page à côté? Je vais devoir créer une petite page à côté. Donc, je vous laisse le PDF. Alors, je remets le PDF où j'en étais. Je mets un bout de tableau à côté. Hop. Mon PDF il dépasse. Je viens de me rendre compte que mon PDF. Voilà. Hop là. Ça va être un tout petit peu mieux. Et donc si je bascule sur le tableau, donc du coup, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc U puissance n. Alors, il faut que je reprenne juste. Hop. Je vais faire une micro capture d'écran. B puissance n parce qu'elle est quand même assez lourdaude. Donc ça, pouf, c'est B puissance n. Ensuite, je repasse sur mon tableau. Ah, ça marchait tout à l'heure.
je réessaye. Est-ce que ça a bien pris? Bougez pas. Hop là. Ok. Et donc normalement, si je me mettais là-dedans, voilà, c'est bon. C'était juste un petit bug. Donc comme ça, j'ai ma petite matrice dans un coin, ce sera plus facile. Donc ici, effectivement, remarque qu'on peut faire dans la foulée. Avoir grand A puissance n permet de calculer U puissance n. Ici, alors U puissance n, ça va de R3 dans R3. Autrement dit, c'est U puissance n de x, y, z qu'on va vouloir calculer. I puissance n de x, y, z, alors, je vais pas mettre un égal tout de suite. Je vais faire une phrase bien propre pour vous dire comment ça se provient. U puissance n de x, y, z, c'est un nouveau vecteur de R3. On va l'appeler, du coup j'ai pas de notation différente, on va pas l'appeler, on va laisser comme ça. Il a pour coordonnées A pour coordonnées, rappelez-vous, dans alors BC, et ces coordonnées dans BC, c'est B puissance n fois grand X, où grand X, c'est la colonne des coordonnées x, y, z. Et donc, je remets encore une fois les mêmes choses. Ce sont les coordonnées dans la base canonique. Or, on fait un petit calcul à la noix vite fait. Si on regarde tout simplement ce truc-là, si on imagine cette matrice multipliée par x, y, z, on aura par exemple U puissance n de x, y, z, c'est égal à. Alors attention, a priori c'est un grand triplet, avec 3 coordonnées. Je vais mettre que la première, comme ça après vous verrez le principe. Si on veut récupérer la première coordonnée, ça correspond donc à la première ligne dans le produit b puissance n fois grand X. Ça correspond à la première ligne, au premier coefficient dans le produit b puissance n fois x. Mais lorsqu'on fait ce calcul-là, on prend la matrice au-dessus, on multiplie la première ligne de cette matrice avec la colonne x, y, z. Autrement dit, qu'est-ce qu'on aurait? Il y aurait le petit 1,5 qui serait devant, lui il va gentiment se factoriser, et on aurait donc le 1 plus 2 puissance n fois petit x, on aurait le 1 moins 2 puissance n fois petit y, et on aurait le moins 1 plus 2 puissance n fois petit z. Donc si je mets un code couleur vite fait, bah on aurait lui et lui, hop, je vais mettre 3 traits, qui se retrouvent là, là et là. Pourquoi on a marqué la puissance n? Ah, est-ce que je me suis trompé de lettre? Pardon, excusez-moi. Oui, non, excusez-moi, je me suis juste trompé de lettre. C'était pas A, c'était B. Hop, hop. Question subsidiaire, le temps que vous preniez un petit peu ça aussi. Pourquoi est-ce que justement on a utilisé B puissance n et pas A puissance n? Ou autrement dit, qu'est-ce qu'il faudrait changer ou qu'est-ce qui se passerait si on voulait utiliser A puissance n? Parce qu'on pourrait se dire, bah elle est vachement plus simple la matrice A puissance n. Ouais, j'ai un élément de réponse ici. Est-ce qu'il y a d'autres compléments de réponse ou pas là-dessus? Alors, c'est pas la même base. Alors, plus précisément, sinon ce serait dans B'. Ouais, donc il y aurait deux aspects à prendre en compte. Déjà, A puissance n, c'est la matrice de puissance n, mais dans la base B'.
La base B', c'est les fameux vecteurs F1, F2, F3. Si je rebascule sur le PDF, donc vous l'avez encore à l'écran, je remonte un tout petit peu dans ce PDF. Où est-ce qu'ils étaient nos vecteurs F1, F2, F3? Ils étaient là. Et notamment, on retrouvait leurs coordonnées en colonne de la matrice de passage. Il faudrait, si on voulait pratiquer la puissance n, commencer par dire que notre vecteur de départ x, y, z, il faudrait trouver ses coordonnées dans la base F1, F2, F3. Donc déjà là, c'est un peu du calcul à la noix. Et ensuite, il faudrait se rappeler que les coordonnées qu'on aurait à la fin, en faisant a puissance n fois ce vecteur coordonné, ça donnerait les coordonnées de l'image dans la base B' aussi. Et donc, il faudrait bien faire chacune de ces petites coordonnées fois F1, fois F2, fois F3. Donc, on fera un petit peu ce genre de choses, mais là, typiquement, il faut bien faire attention. Je vais la rajouter en remarque dans la foulée. Comme ça, ça complétera. Attention. Bien utilisé ici. B puissance n. Matrice dans la base canonique. On calcule les images vecteurs de base. On espère retomber sur 4 vecteurs, 4 fonctions de grand E pour pouvoir dire que c'est un endomorphisme. Et ensuite, au passage, une fois qu'on aura les expressions, on aura juste à les recaser dans la matrice. Alors je vais faire ça vite fait en direct. Alors je reprends les valeurs. Alors ici, la première fonction, donc c'est 1 et x. Donc si je fais mon calcul, f1' de x, c'est 0. On repasse, fonctionnellement. Donc f1' tout court, c'est 0. Ensuite, f2' de x est égal à 1. Donc f2', fonctionnellement, c'est une fois la fonction f1. Je ne me suis pas trompé, c'est bon. Ensuite, f3, donc là c'est pareil, c'est tout gentil. Hein. f3 de x, c'est re-exponentielle x. Donc f3', c'est f3. Et le petit dernier, f4' de x, on dérive qui? On dérive x exponentielle x. Conséquence, on se retrouve avec un mini produit à dériver, exponentielle x plus x exponentielle x, ce qui fait que fonctionnellement parlant, f4' c'est f3 plus f4. D'où la matrice, je vais la mettre sur le côté. Alors, pardon, première chose, je conclue en dessous. Ainsi, l'image de U, qui est égale à vect de U de F1 jusqu'à U de F4, est bien inclus dans grand E. Tout simplement parce que, si je mets un tout petit peu de couleur, ça appartient à E, ça appartient à E, ça appartient à E et ça appartient à E. Donc, U est un endomorphisme. Premier point. Deuxième point, une fois qu'on veut la matrice, je la réécris sur le côté ici, la matrice, puis on a la matrice de, alors, l'application U dans la base, est-ce qu'elle a un nom, notre base? Elle n'a pas de nom, donc je vais mettre un, hop, dans la base DFI, comme ceci, va être égal à, alors je vais à la ligne, pour prendre un tout petit peu plus de place, on est censé placer, je le refais tranquillement, pour ne pas perdre le pli, on est censé écrire les images, enfin les coordonnées des images U de F1, U de F2, U de F3 et U de F4. Je dépasse, ouais, je dépasse un petit peu. En fonction, du coup, je vais mettre sur le côté gauche de F1, F2, F3 et F4. Si on revient à nos coefficients,
Je redis bien, attention à une chose importante. Dans une matrice d'application linéaire, il n'y a que des scalaires, que des nombres. Ici, petit x, c'est une variable. Il n'a rien à faire dans la matrice. Les seules choses qu'on va récupérer, ce sont les petits chiffres qui sont là. 0, 1, 1, et ici, le 1 et le 1 qui sont cachés. Si on les replace dans la matrice, on va avoir première colonne que des 0. Deuxième colonne, 0... non, excusez-moi. Hop. C'est après qu'il y a les 0. Ici, c'est un 1 fois F1, 0, 0, 0. U de F3, c'était 1 fois F3. Donc U de F3, ça nous fera un 1 ici. Et U de F4, 0, 0, 1, 1. On a donc ça comme matrice. Au passage, je le dis juste à l'oral parce que ce n'était pas demandé, cette application linéaire, on a une matrice triangulaire avec malheureusement des zéros sur la diagonale. La matrice n'est pas inversible, donc U n'est pas bijectif. C'est une matrice BIJ, pareil avec I et J entre 1 et N. On a besoin de deux petits scalaires, lambda et mu, dans K2. Ce qui fait que, je l'écris au passage, la matrice lambda plus mu b, c'est la matrice des lambda ij plus mu fois bij. Donc ça, c'est juste opération sur les matrices. Ensuite, parmi tous les coefficients de la matrice grand A, les coefficients diagonaux, ce sont ceux lorsque i égale j. Ce sont donc les a, ii, avec petit i entre 1 et n. Si on écrit ça en dessous, la trace de a, c'est la somme des a, ii, pour i allant de 1 jusqu'à n. Idem pour la trace de b, qui est la somme des b, ii, pour i allant de 1 à n. Or, je ne vais pas faire tout le détail du calcul, mais si on fait la trace de lambda a plus mu b, c'est un pur calcul symbolique. On va avoir la somme des lambda a ii plus mu fois bii, qui va se découper en lambda somme des ai plus mu fois somme des bi. Et on reconnaît, ah bah tiens, lambda trace de a plus mu trace de b. Et donc concrètement, c'est réglé. La trace est linéaire, la trace stellaire dans K. Conclusion. La trace, c'est une forme linéaire de Mn de K. Alors, si il y a des questions là-dessus, je vous laisse me les poser. Alors, forme, rappelez-vous, ce qu'on appelle une forme linéaire, c'est quand c'est à valeur dans K. Donc, on l'a dit au début, forme linéaire à valeur dans K, c'est gagné.